Il y a une proximité de fonction physiologique entre le fait de tomber amoureux d'une femme, d'un homme, ou de tomber amoureux d'un chef charismatique, un prêtre, un politicien, un chanteur. C'est exactement le même phénomène, c'est exactement les mêmes zones cérébrales qui s'activent. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les amis, vous connaissez sûrement ce dicton. Faites le métier que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et si, cette année, vous faisiez de ce dicton une réalité? Pour repenser votre vie professionnelle, je vous recommande chaleureusement notre fidèle sponsor Chance. C'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois seulement, avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs et trouver le chemin vers une vie professionnelle qui vous ressemble. Vous pourrez compter sur le soutien d'une communauté d'entraide engagée, prête à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le vrai plus, le parcours est finançable par le CPF. Alors, si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur chance.co pour un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle. On le reconnaît sans l'avoir cherché. Quand on le rencontre, notre cœur bat la chamade. Parfois, il fait des étincelles, d'autres fois, il nous donne des ailes. Il est souvent intense et bouleversant. Il est surtout universel et façonne nos existences. Vous l'avez deviné, il est question d'amour aujourd'hui avec mon invité. Neuropsychiatre et pionnier de la résilience, il a choisi de nous éclairer sur la complexité de cet élan vital qui nous dépasse avec son tout dernier livre intitulé « Quand on tombe amoureux ». On se relève attaché aux éditions Odile Jacob. Alors, l'amour est-il un piège ou une force, une illusion ou une révélation? Explorons les mystères de ce qui tisse nos liens d'attachement et ses impacts sur nos vies. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose le docteur Boris Cyrulnik. Évidemment, vous l'aurez reconnu. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va encore. J'étais bien ce matin et je suis encore bien. C'est parfait. Alors, comment vous est venue cette idée de ce livre sur l'amour? Un sujet qui, j'imagine, en tout cas, vous passionne. En tout cas, moi, qui m'a passionnée à la lecture de votre ouvrage, très fouillé, très bien écrit comme toujours, et avec énormément de références. Voilà, vous qui êtes avec nous et qui nous écoutez, chères auditrices et chers auditeurs, on va passer en revue énormément de choses, de notions, mais aussi d'exemples. Donc, restez bien avec nous. Mais avant de commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage? C'est la vie. C'est que, en fait, après chaque catastrophe, on se pose le même problème. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tellement d'orphelins d'une violence extrême que l'Organisme mondial de la santé avait demandé à John Bowlby, mon maître, d'essayer de trouver une solution parce qu'il y avait des millions d'orphelins très agressifs. Et ça a été le point de départ des recherches sur l'attachement. Parce que l'amour est apparu très tard, il a fallu attendre le XIIe, XIIIe siècle, les cours d'amour en Provence, avec Aliénor d'Aquitaine qui était invitée, mais c'était surtout Stéphanette de Provence, la dame de Pierrefeu, la dame de Porquerolles, qui avait organisé des cours d'amour pour essayer de voir comment les hommes et les femmes pouvaient se coordonner en se respectant mutuellement. Et l'attachement est né en 1951, vous voyez que c'est un vieux problème, après la guerre de 40, où il fallait absolument trouver des méthodes éducatives pour empêcher les orphelins d'être désespérés ou violents.
On en avait évidemment aussi longuement parlé lors de nos précédentes émissions. Je rappellerai les numéros des épisodes. Vous démarrez, on va reparler évidemment de l'attachement et de tout ça, et des découvertes en neurosciences. Mais avant ça, nous avons tous connu une expérience tragique et merveilleuse. Nous sommes tombés amoureux. Boris Cyrulnik, vous débutez votre livre avec une anecdote personnelle sur votre premier coup de foudre, entre guillemets. D'ailleurs, vous ne souvenez ni de l'âge que vous aviez, ni du prénom de la jeune fille. Juste que c'était elle et pas une autre. Pourquoi l'amour est-il avant tout une émotion irrationnelle, fugace, comme celle que vous décrivez ? Alors, c'est irrationnel, c'est pas logique, mais ça a une logique neurologique. C'est-à-dire que on est surpris par le coup. On tombe amoureux alors qu'on ne tombe pas attaché. On tombe amoureux et on a tout d'un coup, de manière surprenante, l'impression d'être en intimité parfaite avec lui, avec elle. C'est pas une autre. Je la reconnais alors que je ne l'ai jamais connue. Quand le coup de foudre est réciproque, elle a exactement la même sensation, ce qui est quand même miraculeux, c'est quand même étonnant, sauf si on fait intervenir les neurosciences et on constate à ce moment-là que ce coup de foudre ne frappe pas au hasard. Il frappe des gens déterminés, rendus sensibles à un détail. Alors j'ai utilisé, pour illustrer l'idée que je vous propose, j'ai utilisé Descartes qui se demande pourquoi il est toujours charmé par les femmes qui louchent. Il cherche dans sa mémoire et il découvre qu'en fait il avait une nourrice qui louchait un peu et qu'il aimait beaucoup. Et chaque fois qu'il voit une femme qui louche, ça déclenche en lui un sentiment d'amour parce que cette nourrice qui louchait avait joué un rôle important dans sa petite enfance. Alors, il n'avait pas de souvenir, mais il avait une empreinte qui fait que chaque fois qu'il voyait une femme louche, comme il dit, il tombait amoureux d'elle. C'est ça. Il y a ce fameux, vous l'avez dit, parce que c'était elle, parce que c'était lui. Tomber amoureux, c'est avant tout reconnaître dans l'autre, vous venez de l'exprimer très bien, quelque chose de familier, un peu comme une évidence. À l'image aussi de l'histoire de ce pensionnaire âgé de 88 ans que vous relatez et qui, malgré ses troubles cognitifs, reconnaît une femme qui l'assimile finalement à un amour de jeunesse. Comment cette mémoire joue-t-elle un rôle clé dans les relations amoureuses, ce que vous appelez l'empreinte affective ? Comment c'est démontré aussi à travers les neurosciences aujourd'hui ? C'est ça, l'empreinte, on la filme, on la photographie. C'est-à-dire que c'est pas une vue de l'esprit, il y a un faisceau neuronal, les Américains disent un sentier, qui se trace dans le cerveau, et on voit la trace. Même si la personne n'a pas de souvenir clair, il y a une trace de mémoire frayée, circuitée dans son cerveau. Or, ce monsieur que j'ai rencontré doit être mis en EHPAD parce qu'il perd la tête, il ne peut plus vivre seul. Et soudain, dans cette EHPAD, il rencontre une femme qui peut probablement lui rappelle la trace inscrite dans son cerveau, qui est une trace dans le circuit de la récompense. C'est-à-dire à la face inférieure du lobe préfrontal, on voit un sentier qui se crée, qui est qu'on a appelé le circuit de la récompense, parce que il sélectionne les informations pour ne retenir que les informations agréables. Et alors il dit « Ah, mais c'est toi, on va dire Armande, c'est un prénom que j'invente. Ah, c'est toi Armande, comme je suis content de te revoir. » Et Armande, qui elle aussi a perdu un peu la tête, elle est contente qu'on lui parle gentiment. Et ces deux-là éprouvent instantanément un sentiment de familiarité. Ils sont très âgés et ils se promènent main dans la main, en se souriant. Ils ont du mal à trouver les mots, mais la simple présence sécurisante d'une figure familière, c'est le meilleur des médicaments qui soit. Et on voit que les couples âgés qui sont attachés ont moins de stress, moins de maladies et vivent plus longtemps que les couples, que les gens qui sont solitaires. Donc ça veut dire que l'empreinte est réveillée par la rencontre. Alors avant de parler de cet amour attaché, restons peut-être sur cet amour un peu patient, coup de foudre. Est-ce que c'est donc toujours une rémanence, une réminiscence, je ne sais pas comment on peut le nommer, du passé, de ce lien peut-être justement fusionnel ou pas avec la mère, ou d'un souvenir de récompense merveilleux du passé, ou pas nécessairement ?
Voilà, c'est ça. Alors, statistiquement, c'est la mère, parce qu'un bébé qui n'est pas sous l'emprise de sa mère a de fortes chances de mourir ou de mal se développer. Donc, ces premiers mois, cette enfance préverbale doit être sous l'emprise de la mère. Mais la mère, c'est pas forcément la femme qui a porté le bébé. Ça peut être la femme Descartes, c'était sa nounou adorée. Aujourd'hui, ça peut être la grand-mère, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui élèvent leur enfant avec leur propre mère. Si c'est un couple homosexuel, ça peut être l'autre femme. Si les hommes, ça peut être même un homme qui a une image maternelle. De plus en plus de jeunes pères découvrent la fatigue et le bonheur de s'attacher à leur enfant. Ce qui compte, c'est la trace cérébrale. Il y a une empreinte qu'on peut photographier, et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui réveille cette trace, qui réveille cette empreinte, boum, l'amour a frappé, et c'est un moment merveilleux. Cette empreinte, est-ce qu'elle est également culturelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut être réveillée par ce que vous appelez, vous, Boris Cyrulnik, très bien, la culture, ce que peut-être Jung aurait peut-être appelé l'inconscient collectif, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire. Mais en tout cas, peu importe le champ sémantique, mais par l'environnement, on va le dire au sens plus large. Alors là, vous posez une question cartésienne. Et Descartes n'est pas très apprécié dans les milieux de la neurologie, parce qu'il a séparé le corps et l'âme, la substance qui pense, alors que tous les travaux neurologiques actuels montrent que le corps et l'âme fonctionnent ensemble. L'inné et l'acquis fonctionnent ensemble. Donc Descartes, qui m'a permis d'illustrer l'empreinte avec son amour louche, comme il dit, en fait, les neurosciences confirment que une pulsion, une trace neurologique, ne peut pas s'exprimer ailleurs que dans sa culture. Et c'est l'ensemble fonctionnel, le cerveau, le corps, l'histoire, la culture qui fonctionnent ensemble. Alors, dans les milieux biologiques, ce que je viens de dire est totalement accepté, mais dans les milieux non neurologiques et non biologiques, il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal avec ce genre de raisonnement. J'ai des amis que j'apprécie beaucoup, que j'estime beaucoup, qui restent encore dans la distinction. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis ? Eh bien, c'est forcément les deux, parce que un cerveau, s'il n'y a pas d'environnement, il n'a aucune chance de se développer. Et ça aussi, c'est pas une vue de l'esprit. On photographie sans aucune difficulté qu'un cerveau seul est atrophié. Et ça, c'est une constante universelle. Non seulement un cerveau d'humain, de bébé, mais un cerveau de personne âgée et même un cerveau de mammifère supérieur. Un cerveau seul ne fonctionne pas. Il lui faut donc un environnement pour fonctionner. Et cet environnement, c'est l'environnement familial et l'environnement culturel. Si j'ai une pulsion amoureuse, je ne peux l'exprimer que selon les codes culturels. Sinon, on va considérer que je suis un agresseur ou que je suis au contraire un empoté, inhibé. Donc ça veut dire que même une pulsion biologique ne peut pas s'exprimer ailleurs que dans un environnement familial, affectif et culturel. Vous posez cette question, vous parlez d'ailleurs de l'amour pulsionnel. Est-ce qu'on peut décrire cet amour, vous posez d'ailleurs dans l'ouvrage la question, comme une dysfonction cérébrale pour décrire un peu ce qu'elle nous fait, c'est-à-dire que ce coup de foudre amoureux, on parlera évidemment après, bien entendu, longuement de l'attachement, mais ce fameux coup de foudre, cette pulsion fugace finalement, qu'est-ce qu'elle fait au cerveau ? Alors c'est exactement ça, c'est une merveilleuse dysfonction cérébrale. Et je crois qu'on peut employer cette expression parce que ce qu'on voit en neuroimagerie, c'est que quand un homme, une femme tombe amoureux, seul le circuit de la récompense est activé. Ça veut dire que toutes les informations sont orientées vers le circuit de la récompense qu'on voit sans difficulté en neuroimagerie, qui passe à la face inférieure du lobe préfrontal, qui prend le relais. Il y a une grappe de raisin, le thalamus à la face inférieure du lobe préfrontal. Il y a un relais de l'information qui oriente vers la partie antérieure du lobe préfrontal. Il n'y a qu'une activation du circuit de la récompense. Tout ce qui vient ailleurs du circuit qu'on appelle, pour faire métaphore, le circuit de la punition, est éteint.
Si je perçois il fait froid, d'ailleurs les amoureux très souvent ne perçoivent ni le froid ni le bruit. Ils sont seuls au monde, comme dit le proverbe, et c'est exactement ça. Parce que tout ce qui vient d'elle, de lui, tout ce qui vient du contexte culturel, écologique, social, si c'est une mauvaise information, c'est pas perçu. Alors que ne sont perçues que les informations bénéfiques, le circuit de la récompense. Est-ce que c'est parce que certaines fonctions de la punition sont annihilées, sont éteintes à ce moment-là? Est-ce que c'est pour ça que la passion, finalement, est assez fugace? C'est-à-dire qu'elle ne dure pas parce qu'on ne peut pas biologiquement rester dans cet état. On dit dans l'inconscient populaire que l'amour, par exemple, dure 3 ans. Est-ce que c'est pour cette raison biologique? Alors, presque oui. Toutes les émotions sont fugaces. Ex movere, c'est un mouvement extérieur vers l'autre. Les émotions s'éteignent toutes. Mais lorsqu'on prend le relais entre l'amour et l'attachement, au moment de l'amour, je suis, moi, garçon, fille, je suis tellement stimulé par la présence de l'autre que je l'apprends par cœur. Et je finis par percevoir des indices comportementaux, émotionnels minuscules que les autres ne perçoivent pas, et je vais l'apprendre par cœur. Et à ce moment-là, je vais pouvoir tisser le lien de l'attachement. On tombe amoureux, on ne tombe pas attaché, mais on peut tisser le lien d'attachement. C'est-à-dire qu'une fois, pour répondre à votre question, une fois qu'on est tombé amoureux, l'idéal, c'est quand on se met à construire une relation d'attachement. Et c'est elle qui est insidieuse, on en prend moins conscience, et c'est elle qui fait que le couple peut entretenir un amour intense, pas forcément passionnel, ou passionnel par moment, mais qui peut se réveiller, qui peut revenir, et on passe du lien amoureux, de la foudre amoureuse au lien de l'attachement, et là, le couple prend son sens et son moment de bonheur durable. Peut-être avant de parler justement de votre fameux maître dont vous avez parlé tout à l'heure, Bowlby, John Bowlby, il y a un lien qui est intéressant que vous refaites, vous en aviez déjà longuement parlé dans un ouvrage précédent, mais entre la ferveur amoureuse et la ferveur envers la doxa, envers peut-être un maître à penser. Ça peut être un dictateur, ça peut être un gourou, peu importe, un groupe, tout le monde voit où je veux en venir. Et vous faites des parallèles en fait entre les deux parce que finalement il y a un mécanisme sous-jacent qui est le même. Mais oui, Freud l'avait déjà signalé, les sociologues du XIXe siècle, les premiers sociologues, avaient dit il y a une proximité de fonction physiologique entre le fait de tomber amoureux d'une femme, d'un homme, ou de tomber amoureux d'un chef charismatique, un prêtre, un politicien, un chanteur. C'est exactement le même phénomène, c'est exactement les mêmes zones cérébrales qui s'activent. Et en effet, on voit quand les gens assistent à une manifestation, très souvent ils sont euphorisés ou même souvent ils sont érotisés. Donc ça veut dire que c'est les mêmes circuits neuronaux, que ce soit un chef de bande, que ce soit un chef charismatique au cours d'une manifestation, c'est les mêmes mécanismes de tomber amoureux qui sont activés. Donc ça, c'est assez passionnant parce que, est-ce qu'on pourrait presque dire, c'est provocateur, que quand nous tombons amoureux, nous devenons fanatiques d'une certaine manière? Mais oui, vous avez tragiquement raison. C'est-à-dire que on perd sa capacité de jugement. Quand on tombe amoureux d'une femme, d'un homme, il ne vient d'elle, de lui, que des informations merveilleuses. Si vous les critiquez, je vais être en colère, on ne peut pas la critiquer, regardez, elle est merveilleuse. Pourquoi? Même raisonnement pour les fanatiques idéologiques, les fanatiques religieux, ou les fanatiques économiques, comme on les voit réapparaître aujourd'hui sur la planète, même raisonnement, ils sont totalement imperméables au jugement, à la critique. Elle est merveilleuse, mon chef est merveilleux, tous ceux qui le critiquent sont des blasphémateurs. De l'Antiquité à nos jours, en passant par le Moyen-Âge et l'époque moderne, quels ont été un peu les temps forts de l'évolution de l'amour et de l'attachement au cours de l'histoire? C'est intéressant parce que ça vient forcément éclairer les amours d'aujourd'hui. Mais oui, le poids de l'histoire révèle quand même la manière dont nos sociétés s'organisent.
et dont nous fonctionnons ensemble. C'est pour ça que j'ai illustré ça par l'événement des cours d'amour. Avant le XIIe siècle, les rapports sexuels n'étaient pas très ritualisés, et c'est ce qu'on appelait la sexualité à la franque, c'est-à-dire brutale, sans manière. Les anthropologues nous disent que il y a 200-300 000 ans, les êtres humains vivaient par bandes de 30-40 personnes, et les squelettes les plus âgés étaient de 30-35 ans. C'est-à-dire que c'était des jeunes gens. On a retrouvé des squelettes de jeunes femmes enceintes âgées de 13-14 ans. C'est-à-dire que les jeunes gens devaient, j'imagine, les anthropologues nous expliquent qu'ils avaient beaucoup d'accouplements, mais il n'y avait pas de couple, puisque c'était des bandes de 30-40 jeunes gens qui passaient leur temps entre la sexualité, la recherche de la nourriture et la bagarre. Donc, et c'est seulement en se développant qu'il a fallu faire apparaître des structures familiales et ensuite des structures sociales. Et là, il a fallu des lois, il a fallu des règles, il a fallu organiser la famille, et surtout, les hommes ne pouvaient plus tout se permettre. Il fallait que là, il y ait des rituels d'interaction. On peut appeler ça les rituels de parade. J'ai préféré appeler ça les cours d'amour, parce que c'est Georges Duby, qui est un grand nom de l'histoire du quotidien, qui venait à Toulon travailler de temps en temps avec nous, et c'est lui qui nous a mis sur la piste des cours d'amour. Les femmes n'appréciaient pas l'amour brutal à la franque. Elles se sont réunies dans des châteaux, dans des belles maisons, c'était des femmes bien nées, et Aliénor d'Aquitaine a été la première, mais en Provence, à Toulon, la dame de Pierrefeu, la dame de Signes, la dame d'Hyères, la dame de Porquerolles se réunissaient et elles émettaient des jugements au sens juridique du terme et des jugements de cour, c'est-à-dire qu'elles disaient comment elles voulaient être courtisées. Alors, il y a deux jugements qui m'ont beaucoup amusé, qui révèlent la culture d'ailleurs, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure. La pulsion, même biologique, a besoin de structures, de circuits culturels pour s'exprimer. Alors, ces deux jugements qui m'ont frappé, le premier, ces dames se réunissent, qui faut-il aimer, son mari ou son amant? Elles parlent pendant 48 heures et elles placardent. On épouse le mari pour le nom et pour le bien, mais l'amour, c'est pour l'amant. Et il y a un autre jugement de cours d'amour qui est pittoresque et qui va faire plaisir aux féministes. Est-il nécessaire qu'un homme soit intelligent? Alors elles se réunissent, elles débattent et elles disent non, l'intelligence est une vertu secondaire, c'est une vertu de femme. La vertu prioritaire, c'est-à-dire celle des hommes, c'est d'être bien fait de ses membres et dur au mal. Et ce que je viens de dire là, c'est encore aujourd'hui, on enseigne aux petits garçons, c'est moins vrai aujourd'hui, mais j'ai connu ça dans mon enfance, on enseigne aux petits garçons d'être dur au mal. Un garçon ne pleure pas, il se plaint pas. Et pourquoi on les enseigne, on les éduque à la dure? C'est parce qu'il y avait 1 ou 2 guerres à chaque génération, et parce qu'il fallait travailler 12 à 15 heures par jour, et le travail à cette époque-là venait de trépalium, torture. Les conditions de travail étaient une torture physique. Donc toute la société s'organisait autour de ces cours d'amour. À l'heure de MeToo, aujourd'hui, est-ce qu'on peut réinventer justement un art de la séduction qui pourrait peut-être, basé sur de nouveaux rituels, évidemment sociaux, revenir d'une certaine manière à cet amour courtois de l'époque médiévale? Eh bien voilà, c'est ce que je propose à la fin du livre. C'est une conclusion sous forme d'interrogation, surtout qu'on voit la violence entre les sexes chez les adolescents réapparaît de manière très décevante, je m'attendais vraiment pas à ça, donc il faut réinventer des cours d'amour adaptés au XXIe siècle. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. La pulsion sexuelle, elle est légitime, c'est même un signe d'amour de la vie, donc bravo, mais on ne peut pas céder à la pulsion n'importe comment. Il faut qu'il y ait un cadre affectif et un cadre culturel. Et là, notre société ne propose plus ou propose mal ces cadres aux jeunes gens aujourd'hui qui sont de nouveau soumis
à la pulsion. Donc je termine mon livre comme ça, en disant il faut absolument réinventer des cours d'amour. Alors, de la nature de l'amour et de l'attachement. On a parlé un peu de la distinction fondamentale entre les deux. Peut-être, on va y revenir. Vous dites que quand l'amour recherche la fusion, l'attachement, lui, oriente vers l'autonomie, vers sécurité et proximité. Ce sont les deux mots qui caractérisent un début d'attachement. Parlez-nous de ce passage, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais peut-être de manière plus approfondie, entre les deux, et pourquoi parfois il se fait, pourquoi parfois il ne se fait pas. Est-ce qu'on peut être attaché sans être amoureux? Voilà, qu'on démêle un peu toutes ces notions. Mais oui, vous avez raison, on peut tomber amoureux et ne pas s'attacher, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Alors quand j'étais praticien, beaucoup de femmes, quelques hommes m'ont expliqué comment la foudre s'éteignait de manière décevante au bout de 2-3 semaines. On peut très bien s'attacher sans jamais avoir été amoureux. Le mariage a toujours été une aventure sociale. On donnait les femmes en mariage. C'était pas pour leur faire plaisir, c'était pour fabriquer des circuits sociaux. Les aristocrates donnaient leurs filles au fils de l'aristocrate voisin, donc les deux armées pouvaient s'associer pour attaquer un troisième aristocrate. On a fait des milliers d'années comme ça avec l'aristocratie armée. Ça a continué. Les industriels donnaient leurs filles en mariage pour renforcer l'entreprise. Les commerçants faisaient la même chose. Les paysans faisaient la même chose pour avoir des bras au moment de la moisson, où les hommes moissonnaient, fauchaient pendant 12 heures par jour. Aucun monsieur muscle aujourd'hui ne serait capable de faire cette performance physique aujourd'hui que j'ai connue dans les années d'avant-guerre. Donc ça veut dire qu'on peut très bien tomber amoureux, ça tient pas, c'est le coup de foudre. On peut très bien s'attacher sans avoir été amoureux. L'idéal, bien sûr, c'est quand on passe de l'un à l'autre, d'où le titre de mon livre, « Quand on tombe amoureux », on se relève attaché. Ça, c'est l'évolution spontanée la plus favorable. Alors d'ailleurs, vous donnez un exemple que j'aime beaucoup dans votre livre. C'est cette femme qui tombe amoureuse du moniteur de ski, par exemple, qui, elle est à la montagne, elle est dans un cadre particulier, puis effectivement, quand elle le revoit dans un autre contexte, descendre du train avec peut-être son équipement, un peu de moniteur de ski à Paris, c'est caricatural. Là, elle se rend compte que, en fait, c'était juste une pulsion fugace. Eh bien, j'ai eu à entendre cette illustration plusieurs fois. Au moment des sports d'hiver, ces jeunes femmes, elles sont avides d'être heureuses, il fait beau, il y a du soleil, c'est merveilleux. Le moniteur est bronzé, il est brillant, et paf, elle tombe amoureuse. Et puis donc, elle décide de passer au stade ultérieur, de se revoir à Paris, et quand elle le voit descendre du train à la gare de Lyon, elle comprend qu'elle ne peut pas rester amoureuse de cet homme. Les vêtements sont une écriture. Les femmes connaissent bien cette écriture. Les vêtements sont une écriture. Ce gars qui était brillant sur les pistes de ski n'est plus brillant dans la vie quotidienne à la gare de Lyon. Et elle sent « je ne pourrais pas vivre avec cet homme ». Et elle fait demi-tour sans même lui dire bonjour. Et ça, j'ai eu à entendre plusieurs fois cette histoire. Mais j'ai eu à entendre aussi l'histoire opposée, un couple qui avait été marié, comme ça se fait encore pas mal aujourd'hui, même en France, ça se fait beaucoup en Inde, ça se fait beaucoup dans d'autres pays, où les prêtres, la religion est dominante, mais ça existe encore en France, et ils sont mariés, et ils viennent tous les deux demander mon aide à une consultation, et elle est très sympathique, et elle dit devant lui, il est gentil, mais je l'aime pas. Et lui, il est tout penaud parce que lui, il l'aime. Donc on voit qu'on peut très bien, ça fait des difficultés de couple où il n'y a pas de coupable, il y a une évolution qui ne s'est mal synchronisée. C'est pour ça que l'idéal, c'est quand même de tomber amoureux et de se relever attaché, ce qui arrivait souvent il n'y a pas longtemps, mais avec les structures modernes de notre société, cette évolution est de plus en plus difficile. Alors rappelez-nous justement ce qui se passe au cours des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant.
justement sur la construction de son type d'attachement. Après, on va parler des couples et des types d'attachement, parce que ceux que vous appelez Madame ambivalente ou Monsieur, par exemple, sécure, bon, je dis n'importe quoi, entre les deux. J'aime beaucoup ces appellations. On pense au petit livre pour les enfants des Monsieur et Madame, là, mais c'est très parlant. Mais qu'est-ce qui se passe au tout premier jour de la vie d'un enfant, pendant les 1000 premiers jours ? Alors ça, c'est une découverte récente. On a commencé nos recherches vers 1980, et à une époque où on nous disait que tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre. C'est une absurdité incroyable, parce que les enfants commencent à traduire et à percevoir les émotions maternelles dans l'utérus. Quand ils sont dans le ventre de leur mère, les émotions que la mère éprouve, ils l'aperçoivent. Leur cœur s'accélère en temps réel quand le cœur de la mère s'accélère, presque en synchronie. Quand la mère est heureuse, le bébé a autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer, mais c'est pas toujours le cas. Et il arrive que les dépressions périnatales sont de plus en plus nombreuses. La mère n'est pas toujours heureuse. Et à ce moment-là, les substances du stress, alors je vais faire mon petit technicien pendant 2 phrases, schématiquement, c'est le cortisol, les catécholamines, les substances du stress franchissent la barrière du placenta, le bébé dans le liquide amniotique avale du liquide amniotique bourré de cortisol et d'adrénaline toxique pour la partie du système limbique de son cerveau. Le système limbique, c'est un anneau de neurones à la face interne des 2 hémisphères, c'est le circuit de la mémoire et des émotions. Et le bébé arrive au monde avec un circuit limbique altéré, non pas par la mère, je souligne, mais par le malheur de la mère. Et le malheur de la mère, c'est souvent la précarité sociale, la violence conjugale, la guerre, un tremblement de terre, et la mère, bien sûr, ne peut pas être responsable du tremblement de terre, n'empêche que quand elle est stressée, le bébé avale les substances du stress, et il arrive au monde avec une altération de son système de la mémoire et des émotions. Si j'arrête ma phrase à ce moment-là, nos auditeurs vont être désespérés, donc je vais vite ajouter une phrase. La plasticité cérébrale des bébés est tellement stupéfiante, faramineuse, entre 500 000 et 1 million de synapses à la minute, que dès que on sécurise la mère, le bébé commence sa résilience neuronale en 1 nuit ou 2, tellement la plasticité cérébrale des cerveaux de bébés est stupéfiante. Donc les bébés sont faciles à traumatiser, mais faciles pour déclencher un processus de résilience. Et ça dure pendant les 1000 premiers jours, c'est-à-dire depuis la fécondation, ou même avant la fécondation. La première niche sensorielle, c'est le ventre des femmes. La deuxième niche sensorielle, c'est le corps de la mère entouré, je souligne entouré. Qu'est-ce qui peut entourer la mère ? De mon temps, c'était le mari, mais c'est un mot qui est en train de disparaître de notre culture. Alors maintenant, on dit la grand-mère, le compagnon, la deuxième femme. Donc, ce qui pose un problème anthropologique, parce que quand on nomme mal les choses, on prend mal conscience. Mais c'est la deuxième niche sensorielle, c'est le corps des femmes après la naissance, à condition que la mère soit entourée. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle de la parole, qui commence dans l'utérus avant d'arriver à la convention des signes paroliers au cours de la 3e année. Donc, en une phrase, le bébé perçoit les émotions de la mère et comprend des tas de choses bien avant la parole qui se met en place entre le 20e et le 30e mois. Alors, comment ce processus d'attachement là que vous venez très bien de décrire va-t-il évoluer au cours d'une vie ? Vous dites que c'est un processus qui est évolutif, qui est aussi flexible selon l'âge du sujet et son développement. Très flexible, on vient de le voir, vous l'avez très bien décrit quand il est vraiment bébé, en dessous de 3 ans, avant cet âge-là, enfin en dessous de 4 ans. Ensuite, comment est-ce qu'il va évoluer ? C'est-à-dire que
ce type d'attachement, on va parler des différents types d'attachement qu'a décrit très bien Bowlby, comment est-ce qu'ils vont évoluer dans le temps ? Alors, tout ce qui est vivant évolue. Notre corps évolue, notre cerveau évolue, notre entourage familial, le mot famille ne désigne plus du tout la même structure de famille aujourd'hui ou quand j'étais enfant ou à l'époque romaine. C'est le même mot désigne des structures totalement différentes. Et l'attachement qui commence dans l'utérus, l'attachement du bébé qui commence dans l'utérus se poursuit toute la vie. Même, vous m'avez invité à le dire, même chez les personnes âgées, qui gardent des traces, des empreintes, et qui perçoivent facilement ces empreintes. Mais ce n'est pas les mêmes. Donc il est nécessaire de s'entraîner à raisonner, comme vous l'avez dit, en termes évolutifs. L'évolution, ça caractérise le monde vivant. Les animaux, les plantes, l'eau, les êtres humains. Mais il y a des gens, il y a des cultures qui sont très opposées à ce concept d'évolution. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a beaucoup d'États américains qui interdisent de faire des cours sur l'évolution. Il y a beaucoup de cultures religieuses qui interdisent aussi et qui considèrent comme un blasphème le mot évolution. Et pourtant, biologiquement, tout ce qui est vivant évolue. La preuve, c'est que tout ce qui est vivant meurt un jour ou l'autre. Si on meurt, c'est qu'on a eu la chance d'être vivant. Mais les déterminismes ne sont pas les mêmes et l'organisme récepteur n'est pas le même. À chaque étape du développement, les interactions sont différentes. Les interactions dans l'utérus, pendant la grossesse de la mère, les interactions sont médiatisées par les substances du stress. Et on voit que le bébé est stressé parce que sa mère est malheureuse. Ensuite, dès que la parole apparaît, c'est la parole qui médiatise la relation humaine, même si quelques animaux commencent à comprendre certains de nos mots. Et c'est surtout vers l'âge de 5, 6, 7 ans que les récits, c'est-à-dire la culture, peuvent modifier nos émotions. Si on dit à un enfant « ton père était une brute », l'enfant n'est pas fier de son père. J'ai eu à accompagner des enfants qui étaient insultés par leur mère. La mère de l'un ne l'appelait que pilule. Vous avez compris pourquoi ? Parce que l'enfant était arrivé au monde le jour où elle avait oublié de prendre sa pilule. J'ai eu à accompagner un petit garçon. Sa mère ne l'appelait que tête de lard. Et le petit garçon répondait « oui, maman ». C'est-à-dire que un mot peut blesser, peut provoquer des émotions. Les substances qui médiatisent l'émotion altèrent le cerveau. Vous voyez que dans le raisonnement que je viens de vous proposer, je suis loin de Descartes. Dans Descartes, c'est le corps et l'âme séparés, et là vous voyez que j'ai volontairement, d'ailleurs c'est ce que confirment aujourd'hui les neurosciences, c'est qu'il faut apprendre à raisonner en termes écosystémiques, comme je viens de vous le proposer à l'instant. Et là, on peut évoluer, c'est-à-dire que s'il y a un malheur, on peut intervenir sur l'enfant avec l'aide de la famille. Parfois, souvent, le malheur est d'origine sociale, précarité sociale, guerre. Alors voilà, la conclusion, c'est qu'il faut interdire les guerres. Voilà, c'est facile. Et donc, mais parfois, c'est des tremblements de terre. Et donc, les raisonnements sont pas du tout causalitaires. Il faut renoncer à Descartes. Une cause provoque un effet. C'est une convergence de causes qui provoque des effets bénéfiques et parfois maléfiques. Alors, pour bien rester aussi sur notre sujet, évidemment, de l'amour et de l'attachement, on est en plein dedans. La bonne nouvelle, c'est que vous dites les attachements insécures ne sont pas pathologiques et vous venez de le rappeler qu'en fait, il y a ce processus évolutif qui permet, malgré tout, pas simplement dans l'enfance, mais aussi adulte, peut-être de réparer, je vais le dire de cette manière-là, notre type d'attachement, j'imagine. Si on parle de la personne insécure, par exemple, qui a un type d'attachement qui n'a pas été sécurisé, elle peut le réparer à l'âge adulte. Voilà.
On a même eu l'occasion de suivre des enfants qui étaient sécures avec la mère et insécures avec le père. Donc ça veut dire que la relation avec le père était problématique. Donc on pouvait intervenir auprès du père, ce qu'on a fait, et le père a fait des efforts, c'est lui qui a évolué, et en évoluant, l'enfant a appris à mieux s'attacher. Il est devenu plus souriant, plus confiant, il tendait les bras, il babillait, il a fait des progrès parce que on avait montré au père que son attachement insécurisait le bébé. Et c'est ce que je viens de dire vous paraît peut-être évident, ça ne l'est pas. Par exemple, quand on travaille avec les parents violents, beaucoup de parents violents nous disent « mais lui, le bébé, l'enfant, on ne l'a pas touché », ce qui est faux. Quand les parents crient, ou se battent, ou cassent la vaisselle en présence du bébé ou de l'enfant, l'enfant voit ces deux figures d'attachement complètement se fracasser et le fracasser. Et en neuroimagerie, on voit que le cerveau s'éteint, qu'il est KO, comme au cours d'un match de boxe. Donc, même si les parents ne touchent pas l'enfant, le fait de la violence parentale entre eux touche le cerveau de l'enfant et provoque une dysfonction. Donc ça, dès qu'on le montre, beaucoup de parents acceptent de faire un effort, mais bien sûr, il faut les aider parce que démontrer, c'est pas soigner, il faut aussi accompagner. Donc on voit, et ça dure toute la vie, sauf que c'est bien plus facile à réparer dans les petites années. Plus on intervient tôt, plus la résilience est facile à déclencher. Plus on intervient tard, plus c'est encore possible, mais c'est de plus en plus lent. Alors si justement on s'intéresse plutôt aux relations entre adultes, si on sort un peu de l'enfance, quels sont les types d'attachement ? Vous parlez de l'attachement anxieux, sécure, ambivalent, désorganisé. Comment ces types d'attachements fonctionnent-ils ou pas entre eux ? Ce serait intéressant. J'ai fait pas mal d'émissions déjà sur le sujet, notamment avec la psy Gwenaëlle Perciot. Je pense aussi à Marion Blic. Voilà, on a fait des épisodes sur les types d'attachements relationnels, mais ce serait vraiment intéressant que vous nous décriviez comment, quand on tombe amoureux et qu'on se relève attaché, qui est le titre de votre ouvrage, comment on peut s'attacher, de quelle manière, entre adultes, dans le couple ? Alors voilà, le problème pratique qui nous intéresse tous, c'est comment faire pour arriver à vivre ensemble, amoureusement et affectivement, ce qui n'est pas toujours facile. Or, les attachements sécures d'enfants, c'est des enfants faciles à éduquer, ils sourient, ils écoutent, ils obéissent. Les filles ont un attachement plus facile que les garçons qui sont beaucoup plus impulsifs. Et sur le plan neuropsychologique, elles ont une avance très précoce. C'est-à-dire que, par exemple, dès les premiers mots, à partir du 20e mois, elles ont déjà un stock de mots supérieur aux garçons. Et surtout, à l'âge de 12 ans, les petites filles ont en moyenne 2 ans d'avance neuropsychologique sur les garçons, ce qui, sur le plan scolaire, est faramineux. Quand on sait que les résultats scolaires sont déjà différents entre un enfant né en janvier et un enfant né en décembre qui sont mis dans la même classe, et les résultats scolaires sont pas du tout les mêmes, et là, il y a 2 ans. Donc, c'est une différence énorme. Mais quand on arrive à la vie de couple, les enfants, les adultes qui ont appris l'attachement sécure s'attachent sans difficulté. Ils peuvent rester amoureux longtemps, ils entretiennent l'amour, ils peuvent le réveiller aussi. Parce que l'amour se réveille, et on voit même chez les couples âgés des moments amoureux réapparaître. C'est une empreinte cérébrale qui n'est pas effacée, puisque tout à l'heure vous m'avez invité à dire que même dans les EHPAD, même chez des gens âgés, on peut réveiller l'empreinte. Donc elle s'efface pas, elle est enfouie sous d'autres phénomènes de mémoire, mais elle s'efface pas. Donc l'attachement sécure est une facilité acquise au cours des 1000 premiers jours.
Si on n'a pas acquis à ce moment-là, on peut l'acquérir plus tard, mais il faudra travailler à la résilience, ce qui peut être une aventure intéressante, une aventure utile, mais il faudra travailler. Or, de quelle manière peut-être on peut la travailler justement ? Très facilement, en faisant des projets communs, en apprenant à parler, en développant des cours d'amour. C'est surtout par des projets, essentiellement par des réformes éducatives et culturelles qu'on pourra apprendre aux gens à se parler correctement. Les rituels de politesse disparaissent, les incivilités augmentent de manière stupéfiante, comme chaque fois qu'il y a une désorganisation sociale, Norbert Elias a déjà très bien décrit ça, chaque fois qu'il y a une désorganisation sociale, les incivilités, les passages à l'acte brutaux augmentent. C'est ce qu'on constate en France et dans le monde entier, surtout en Occident. Depuis quelques décennies, on constate une augmentation stupéfiante des incivilités, surtout chez les garçons, mais les filles s'y mettent parce qu'on constate que la délinquance féminine, qui était très petite il y a 20 ou 30 ans, augmente rapidement aujourd'hui. Donc ça s'apprend, ça se met en place par des mécanismes paroliers, apprendre à parler, des rituels de politesse, des rituels de présentation, des jeux. C'est ce qu'on pourra mettre en place quand on va inventer des cours d'amour. Les cours d'amour seront affectifs et culturels. Donc c'est possible, et même le travail est agréable. Qu'est-ce qui peut provoquer le développement, l'apprentissage d'un garçon ? Je ne peux pas tout me permettre. Essentiellement, le développement de l'empathie, essentiellement le théâtre, la littérature, se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre. Je n'avais pas compris que ça la blessait tellement quand je parle comme ça ou quand je me comporte comme ça. Et le théâtre, dans la Grèce ancienne, avait une fonction de développement de l'empathie, et les comédiens devaient jouer sur la scène les problèmes de la cité, et les spectateurs ensuite devaient en débattre. Ça a été le point de départ de la démocratie. Donc tous les enfants ne vont pas aimer le théâtre, mais tous les enfants peuvent aimer aller au cinéma et en débattre, aller au théâtre et en débattre, ou même de temps en temps jouer, s'ils ont envie, jouer une scène de théâtre et en débattre, et à ce moment-là, on voit que on peut découvrir le monde de l'autre, et on se rend compte qu'on ne peut pas tout se permettre, mais que quand on apprend à s'harmoniser avec l'autre, eh bien les relations deviennent beaucoup plus sécures, confiantes et agréables. Donc là, si je comprends bien, votre recommandation, par exemple, d'une personne qui est dans un couple où il y en a un des deux, ou même les deux sont soit ambivalents, soit désorganisés, je parle vraiment des adultes, de la cellule du couple, ils auraient ce travail à faire de pouvoir se décentrer un peu d'eux-mêmes pour travailler sur eux-mêmes et essayer de comprendre, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vient de l'enfance, dans leur cas, et il y a un circuit neuronal qui n'a pas été sécurisé. Donc là, vous recommandez, à travers peut-être des pratiques comme le théâtre, d'apprentissage d'échange de la parole, de la communication, ils pourraient réapprendre à avoir un mode d'attachement plus sécure. Je parle vraiment des adultes, une fois que, je dirais, entre guillemets, le mal est fait, dans le sens où la souffrance, elle est là. Je ne parle pas de la société ou des petits-enfants. Je parle vraiment un couple qui, là, nous entend. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? C'est ça, mais vous l'avez bien dit. C'est-à-dire que généralement, c'est un jeune couple. Donc, c'est encore malléable, mais c'est malléable toute la vie, mais de moins en moins. C'est-à-dire que la résilience, et plus on intervient tôt, plus la résilience est facile, avec des résultats spectaculaires. Mais plus on intervient tard, plus la dysfonction cérébrale dont vous parliez tout à l'heure se transforme en structure cérébrale, et là l'évolution est beaucoup plus difficile et la résilience n'est pas toujours de bonne qualité. Elle est un peu figée, elle est un peu pétrifiée. Mais on peut intervenir, et on voit, alors ces formes d'attachement sont plus des adjectifs, c'est pas des structures métalliques, ce sont des adjectifs. Quand on dit d'un enfant il est ambivalent, c'est-à-dire que quand sa mère revient après avoir fait les courses ou après être parti, l'enfant se
jette dans ses bras et la mord et lui tape dessus. C'est-à-dire que voilà, ça c'est l'illustration comportementale d'un attachement ambivalent. C'est pas pathologique, c'est adapté. La mère a dû s'absenter, ou la mère a été hospitalisée, ou il s'est passé quelque chose de la vie que l'enfant ne pouvait pas comprendre, et il a cru que sa mère l'abandonnait, et même si sa mère ne pouvait pas faire autrement. Et quand la mère revient, l'enfant est fou de bonheur, se jette dans ses bras, et il la mord parce que il se venge du malheur qu'elle lui a fait en partant, mais c'était peut-être une hospitalisation, c'était peut-être pour aller travailler, etc. Donc c'est pas pathologique, c'est une adaptation à une manière de vivre qu'on peut facilement faire évoluer. Alors en revanche, il y a une structure qui est beaucoup plus stable, c'est les attachements désorganisés. Et là quand même, il faut s'occuper des enfants. Quand on repère un attachement désorganisé, beaucoup plus chez les garçons que chez les filles. Quand on repère un attachement désorganisé, là, il faut intervenir. Et ce qu'on fait dans une culture spontanée, quand un petit garçon, il y a 5% des garçons qui ont un attachement désorganisé. Ils crient, ils tapent, ils frappent, ils se frappent, ils tapent la tête par terre, ils sont d'une violence contre eux et contre les autres très grand. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? On les punit. On leur tape dessus parfois. Ça veut dire qu'on renforce, on leur explique par des comportements que le mode violent est un mode de relation possible chez les êtres humains. On fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Or, ces attachements désorganisés, qui sont difficiles à vivre, quand on les sécurise, ils se calment, et on voit beaucoup, notamment avec l'âge, beaucoup d'hommes qui ont eu des attachements désorganisés, les femmes aussi, sauf que les hommes, c'est 5%, les petites filles, c'est 0,8%. Mais on constate que ces deux attachements désorganisés sont soumis aussi aux pressions hormonales, puisque la violence, la brutalité des relations augmente chez les garçons comme chez les filles, avec un pic à la puberté, au moment maximum de sécrétion des hormones. Sauf que le pic est 8 à 10 fois plus élevé chez les garçons que chez les filles. Et après la puberté, ça descend constamment, avec un effondrement après l'âge de 32 ans chez les garçons comme chez les filles. Et avec l'âge, on devient de plus en plus paisible, gentil et facile à vivre. C'est-à-dire que là, il y a un déterminisme biologique qui n'exclut pas le déterminisme culturel et éducatif, parce que tous les enfants désorganisés ne deviennent pas des délinquants. Mais beaucoup de délinquants ont été des enfants désorganisés qu'on n'a pas su sécuriser. On les a punis, on les a chassés. C'est-à-dire qu'on a aggravé leur comportement désorganisé. Donc il y a des méthodes, notre culture devrait inventer, découvrir des méthodes éducatives adressées à ces enfants de façon à les sécuriser et à déclencher un processus de résilience. Ce qui veut dire qu'un couple où il y aurait par exemple un ambivalent et une désorganisée, ou un évitant plutôt, et une désorganisée, ils ont très peu de chance à ce que l'attachement perdure dans le temps. C'est-à-dire que s'ils ne, entre guillemets, travaillent pas sur leurs blessures et peut-être leurs traumas, les stress qu'ils ont pu subir, en tout cas dans l'enfance, c'est plus compliqué. On est d'accord ? Non, je suis désolé. Par bonheur, on n'est pas d'accord. Enfin. Oui. Non. Très souvent, les petites filles ont une pulsion, comme disent maintenant les jeunes qui emploient sans arrêt des anglicismes, elles ont une pulsion du care, c'est-à-dire qu'elles ont du plaisir à soigner. Alors certains disent que c'est culturel, d'autres disent que c'est biologique. Moi je dis que l'un sans l'autre ne peuvent pas fonctionner. Alors ces petites filles très souvent sont très patientes avec ces attachements désorganisés et que très souvent c'est le conjoint qui calme l'homme plus que la femme, parfois la femme, qui calme et qui finit par le sécuriser. J'ai vu des couples qui ont dépassé les 32 ans, où la femme avait apaisé son mari, ou l'inverse aussi. J'ai vu des hommes très sécurisants avec leur femme désorganisée, et en quelques années, ça évolue lentement, la femme apprenait, grâce à son mari, grâce à son conjoint, à mieux s'exprimer.
l'évolution est plastique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme à longue échéance. Mais comme on commence à peine à réfléchir à ce genre de problème, jusqu'à maintenant, on mordait les enfants qui mordaient. Donc on leur apprenait à mordre. On battait les enfants qui se bagarraient. Donc on leur apprenait que la bagarre est un mode de relation humaine normal. La violence est un mode de relation humaine possible. Donc quand ça ne se passait pas, quand le conjoint, parfois c'était un prêtre, parfois c'était un moniteur de sport, parfois c'était un tuteur ce que j'appelle un tuteur de résilience, une femme, un éducateur, et avec l'âge, on voit que ces attachements désorganisés se stabilisent et s'apaisent. Mais c'est pas du tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On faisait que les aggraver. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous dites aussi libre, sans lien et sans sens. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le sens résulte de la rencontre entre une signification et une direction? Est-ce que vous trouvez que l'amour, justement, a encore un sens aujourd'hui? Alors, quand le passage de l'amour à l'attachement, quand on tombe amoureux et qu'on tisse le lien de l'attachement, c'est ce qui se passe de mieux pour faire un couple où chacun rend l'autre souvent heureux. Le 100% n'existe pas dans la relation humaine. Même dans les couples qui fonctionnent bien, il y a des moments où il faut négocier. Mais au moins, ça vaut la peine de vivre en couple et d'avoir un projet. Et dans la vieillesse, les gens qui ont vécu en couple ou qui vivent en couple ont beaucoup moins de dépression, beaucoup moins de maladies, pratiquement pas de consommation de psychotropes, de tranquillisants, et même ils vivent mieux que les gens qui vivent seuls. Donc le couple sécurisant, ayant acquis une relation sécurisante, ont acquis un précieux facteur de protection biologique, affectif et socio-culturel, parce que j'habite sur une corniche, au bord de la mer, je vois beaucoup de couples âgés qui se promènent en se tenant par la main. Et de temps en temps, ils bavardent un peu. Et je suis convaincu que le soir, ils vont rentrer chez eux, ils vont dire « Quel après-midi extraordinaire on a passé !» Parce que pour eux, la signification de cette promenade au bord de la mer, c'était « On va fabriquer 1 heure ou 2 de bonheur. » Quel moment délicieux on a eu! C'est-à-dire que c'est la signification. Et le sens, c'est il faut qu'on ait une direction. Il faut qu'on se stabilise. Il faut pour aider nos enfants, nos petits-enfants. Il faut qu'on soit bien pour tisser des liens avec nos amis. Il faut qu'on continue à lire et à écrire pour continuer à parler et à vivre jusqu'aux 120 ans d'existence qui nous sont dus génétiquement. Donc là, c'est l'attribution de signification et de sens qui permet de supporter la vie et même de d'en faire une aventure, pas toujours facile, mais en tout cas qui vaut la peine. Je trouve que cette expression, je m'en sers souvent parce que ça dit bien ce qu'on éprouve. Ça vaut. Et pourtant, c'est une peine. Alors, et pour illustrer ce que je viens de vous proposer, j'ai inventé une fable, les casseurs de cailloux. On va faire une retraite dans une belle cathédrale et il y a sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux, il est sale, il est en sueur, il fait des grimaces, visiblement il souffre. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?»« Ben vous voyez bien, c'est un métier idiot, j'ai mal au dos, je gagne à peine de l'argent, on me punit en me faisant casser des cailloux, je suis au bagne, je souffre. » Le témoin reprend son chemin, il voit un autre homme qui est torse nu et qui casse des cailloux en souriant de temps en temps. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?»« Ah ben moi, j'ai trouvé ce métier, je suis en plein air, je suis pas mal, je gagne un peu d'argent, ça me suffit pour être suffisant, un peu heureux. » Très bien, et il continue son chemin, et il voit un troisième homme, les rayons de bonheur lui sortent de la tête. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous voyez bien, moi, je construis une cathédrale. » Dans les 3 cas, c'est le même geste, c'est la même souffrance physique de lever une masse et de l'abattre sur une pierre, ce qui fait mal au bras, ce qui fait mal au dos. La signification qu'on attribue à l'acte modifie totalement la manière dont on le ressent.
Il y en a un qui ressent ça comme une punition et l'autre qui ressent ça comme une vocation transcendante, merveilleuse. Le sens qu'on donne à notre vie modifie la manière dont on la ressent. Ça vaut la peine, parce qu'il y aura quand même des peines. On approche, oui, très très bel exemple, et merci de cette fable et de cette métaphore vraiment tellement signifiante justement qui donne le sens et la direction. Peut-être on n'a pas abordé l'intimité, la sexualité quand on parle de la fusion des corps. Quand on tombe amoureux, il y a vraiment cette évidence des corps qui fusionnent, qui est peut-être moins évidente quand l'attachement et quand le couple se déploie. Dans votre ouvrage, vous parlez d'ailleurs de cette sexualité qui peut être différente en fonction des types d'attachements relationnels. C'est vraiment intéressant. Je crois que, par exemple, dans un couple sécure, ils vont être peut-être plus intéressés pour explorer ensemble l'intimité et la sexualité, y compris dans le temps, alors que chez un couple où il y a par exemple un sécure et je crois un évitant, l'évitant va peut-être chercher une sexualité aussi en dehors du couple, etc. Je ne sais plus si je donne les bons exemples. Est-ce que vous voulez peut-être nous explorer, nous parler en tout cas de ces modes de fonctionnement au sein du couple ? Oui, bien sûr, mais je n'ai pas beaucoup parlé de sexualité dans ce livre. J'ai parlé d'amour et d'attachement. Or, l'amour n'est pas toujours associé à la sexualité. Il y a des gens qui sont amoureux de Dieu, il n'y a pas de sexualité. Mais Sainte Thérèse emploie des métaphores érotiques pour parler du Christ. Donc, c'est la sublimation. De son mari, vous alliez dire. Oui. Non, vous alliez dire, oui, c'est ça, c'est presque ça, oui. Oui, mais son mari, c'était le Christ. C'est ça, oui. Donc c'est bien ça, oui. Son mari, c'était le Christ, et elle emploie envers le Christ des mots érotiques, d'actes sexuels. Mais je crois qu'elle n'a pas eu d'actes sexuels réels, mais n'empêche que dans l'imagination, et l'imagination provoque des émotions. Les fantasmes provoquent des émotions. Mais donc, l'amour n'est pas forcément associé à la sexualité. De plus, on voit que la sexualité dépend fortement des structures culturelles, parce que actuellement, surprise, les jeunes gens qui n'ont jamais été aussi libres ont de moins en moins de relations sexuelles. Alors que maintenant, on les laisse à peu près faire, on leur demande simplement de faire attention, ce qu'ils éprouvent comme un contrôle insupportable, et en fait, la sexualité qui était totalement contrainte par le mariage, par les prêtres, par le père, le patriarcat, la sexualité qui était totalement contrainte, aujourd'hui est beaucoup, beaucoup plus libre. Il y a beaucoup moins de contraintes. Et les jeunes ont de moins en moins de relations sexuelles. Donc il ne faut pas... elles sont espacées, elles sont retardées, elles n'ont pas la même signification, probablement elles n'ont pas la même signification ni la même intention qu'il y a quelques générations. Donc le problème, c'est que plus on travaille techniquement à offrir à nos enfants des conditions éducatives confortables, plus on leur fait perdre confiance en eux. C'est-à-dire que ceux qui, dans les générations précédentes, où les conditions techniques, matérielles étaient beaucoup plus dures, les jeunes avaient confiance en eux. J'avais des copains de 14 ans qui étaient plâtriers, et leur fierté, c'était de donner tout leur salaire à leur mère. Et ils pensaient, grâce à moi, le niveau de ma famille s'élève. Ils étaient fiers. C'était dur, ils avaient 14 ans. C'était physiquement dur, moralement, ils étaient fiers d'eux. Or, aujourd'hui, l'école est devenue la nouvelle sélection des jeunes, et l'école fabrique la nouvelle aristocratie. C'est-à-dire que c'est l'aristocratie des diplômes. Et on voit que ceux qui n'ont pas ces hauts diplômes sont pleins d'amertume pour ceux qui ont des diplômes. Et on voit des conflits violents apparaître parce que probablement il faudrait garder l'importance de l'école, bien sûr, et même la développer, mais y associer la possibilité d'acquérir la confiance en soi ailleurs que dans les bonnes notes à l'école. Oui, merci effectivement de reparler de toute cette dimension, évidemment, de la culture et sociétale et de tous ces cadres-là. C'est vraiment passionnant.
En tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutaient là passionnément, peut-être que vous avez envie de témoigner, vous, de vos coups de foudre, de vos attachements, de vos types d'attachements, de ce que notre discussion avec le docteur Cyrulnik vous évoque, parce que c'est vraiment un sujet qui est absolument crucial, qui est en très grande mutation, en très grande évolution dans nos sociétés. Et donc, on serait ravis d'avoir vos témoignages, que ce soit sur la chaîne YouTube de Métamorphose, sur notre compte Instagram, sur Facebook. Voilà, comment est-ce que vous ayez d'ailleurs 15 ans, 20 ans, 88 ans ou plus, peut-être même 120 ans, puisque vous avez parlé d'aller jusque-là. On serait ravis de recueillir en tout cas vos témoignages. Merci infiniment, Boris Cyrulnik, d'être venu une fois de plus faire un tour dans Métamorphose pour nous parler de ce sujet tellement incroyable, extraordinaire et fascinant avec votre nouvel ouvrage. Je rappelle le titre, Quand on tombe amoureux, on se relève attaché, aux éditions Odile Jacob. Et puis peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices, rappeler nos épisodes précédents, Le vrai visage de la résilience, qui est le plus récent, votre dernier ouvrage, La force de penser par soi-même. On avait parlé aussi évidemment de cette thématique. Et puis la carence affective qui engendre la violence. Voilà, tout ça, ce sont des thèmes évidemment entrelacés et croisés. Merci encore, Boris Cyrulnik, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.